Nous devions avoir la régie d'énergie qui aurait pu prolonger justement l'explication et la mise en lumière de la part des régies avec les médias dans cette co-création qui n'ont pas pu venir. Donc on va changer de territoire, on va rentrer à plein dans le territoire de la musique et je suis très très content d'accueillir Universal Music avec Emmanuel de Sola et un représentant de Black XS. C'est ça. Voilà, pardon. J'ai eu peur. C'est Universal. Bon voilà, donc on va rester un peu dans le parfum et on va voir en quoi une major du disque peut aider à une création au service d'une marque, en l'occurrence Black XS, et en quoi cette complémentarité entre un autre produit de divertissement extrêmement engageant qu'est la musique par rapport à la télé peut venir enrichir une expérience de marque avec toujours les mêmes questions. Où se situe, alors en l'occurrence c'est pas une société de production, c'est une major de production musicale, en quoi la complémentarité évidemment des deux pour qu'on puisse nourrir notre réflexion. Et donc merci messieurs d'être là et vous avez 20 minutes. Juste, je fais une petite parenthèse, je rebondis sur ce qu'on vient de dire. J'arrive d'Abidjan ce matin, donc on parlait des territoires francophones, et on est en train de produire Universal, une émission de télé, un talent show en Afrique, qui est porté 100% par des marques. Donc c'est vrai que tout ce problème législatif, quand on travaille dans le brand content depuis un moment, et qu'on fait un petit peu d'avion qu'on va en Afrique, c'est très excitant parce que ce territoire est complètement vierge de ce type de législation. Et voilà, j'en arrive ce matin et on travaille avec beaucoup de grandes marques qui sont présentes en Europe pour monter ce type de talent show. L'enjeu, il est énorme parce que produire en Afrique, c'est très compliqué. Par contre, trouver des marques qui ont envie de produire des choses, c'est très fréquent. Voilà, je peux me faire de la parenthèse. Je dirige Universal Music & Brands, donc il y a une structure la partie projets spéciaux, donc qui est la partie qui fait le lien entre les marques et la musique. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je pratique cette activité. Je suis ravi de présenter avec Étienne la saga Black XS. C'est comme ça qu'on aime travailler chez Universal, c'est-à-dire partir sur des projets de brand content qui lient la musique et les marques. Sur le long terme, vous allez voir que notre cas en fait on va faire un focus dessus, mais on va aussi vous raconter la saga qui nous a amené à ce résultat. Je voulais juste partager en introduction un chiffre avec vous, parce que vous savez, en parfum, on vend beaucoup de parfums juste avant Noël. La semaine avant Noël, il y avait 60 marques de parfums qui étaient en publicité télé. Ça veut dire que c'est le cas sur beaucoup de marchés, mais d'autant plus sur le nôtre. On est véritablement dans une bataille de l'attention, et je trouve ça assez révélateur que ce matin, il y ait 3-4 parfums qui présentent sur le brand content. Ça veut dire que le brand content est une des réponses à nos enjeux d'aujourd'hui. Alors, on va vous parler du territoire du rock chez Black XS. Universal Music & Brands, on a la chance d'accompagner la marque depuis 3 ans. On voulait vous faire un petit résumé rapide des différentes opérations qu'on a vécues avec Black XS, qu'on a accompagnées. Donc, on a fait une première opération qui était très digitale avec un live stream autour du groupe Skip the Use. Toute cette série, c'est pas des endorsements, c'est vraiment des opérations qu'on a pensées avec une BAD, avec un brief, avec des objectifs, et à chaque fois qui se sont révélées des stratégies payantes. Donc on va les détailler ensuite, mais je voulais vous parler 2 secondes de la structure et de comment on travaille. Je vais être très rapide. Souvent, on est appelé par les agences, par les marques, avec des questions très concrètes, en cours de brief, en cours d'exécution d'une propale, la veille, parfois 2 jours avant, peut-être 3 jours avant, c'est plutôt bien. Souvent, on est l'intervenant qui vient pour dire non. Je pense que je dis plus non aux marques aujourd'hui qu'à ma fille de 2 ans. C'est parce que souvent, les concepts sont mis en place, sont élaborés sans parfois faire intervenir des producteurs comme nous, qui travaillons depuis très longtemps ces activités. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est juste parce qu'on gère à peu près 60-70 opérations qui lient la musique par an. Voilà. Donc on est pluridisciplinaire, on fait beaucoup de choses, et ça vous aurez l'occasion de découvrir avec les cas. Donc les opérations, premièrement on a fait un live stream avec un groupe. L'idée c'était vraiment de faire une opération très innovante, où on a mis pour la première fois des caméras sur les membres du groupe pour diffuser ce qu'on appelle un live stream point of view, qui offrait la magnifique expérience de pouvoir, sur Dailymotion en direct, changer les caméras sur les membres du groupe. Cette opération,
elle est toujours portée par les objectifs. Vous allez voir que les objectifs de Black XS, qui est, comme disait Étienne, une marque de parfum qui a des gros enjeux médias, ils sont très importants. Et ils sont assez constants. Le premier, c'est un peu tarte à la crème, on le voit dans beaucoup de briefs en ce moment, mais le earned media pour notre marque, avant tout, c'est crucial. Des différents baromètres paid on earned qu'on suit, et tout secteur confondu, le earned media, c'est environ 10-12% de ce dont se rappellent les consommateurs. En revanche, lorsqu'on parle de parfum sélectif, c'est aux alentours de 25%. Ça veut dire qu'il y a un message sur 4 que retient le consommateur qui ne vient pas de nous directement et qui vient d'intermédiaires, qu'il soit un proche, qu'il soit quelqu'un sur un forum ou un blogueur, qu'il soit un journaliste. Donc pour nous, avoir une stratégie de contenu de marque qui donne des aspérités pour créer des conversations autour de notre marque, c'était plus une option, c'était une obligation. Donc objectif numéro 1 donné à Universal, le earned media, et j'allais dire, c'était assez nouveau que de leur demander de s'engager sur du résultat et d'être payé sur le résultat, c'était aussi le cas de l'agence RP. Deuxième objectif, faire vivre une expérience de marque distinctive, on en parlait tout à l'heure aussi, au plus grand nombre. Et ça, c'est cette expérience immersive, online, où je peux assister aux concerts. Alors ça, des concerts sur Internet, on en voit beaucoup. En revanche, c'était la première fois qu'on pouvait assister aux concerts comme si j'étais dans les yeux des membres du groupe, et en direct, on pouvait changer de caméra pour se dire, tiens, je vais aller dans les yeux du batteur, du chanteur, etc. Ce qui fait en live 320 000 connexions. Alors des grands chiffres comme ça, on a du mal à se rendre compte. Ça fait comme si on avait rempli 5 stades de France en une soirée, juste pour un concert sur Internet, quoi. Bien sûr, c'est des projets qui sont faits avec beaucoup d'intervenants. L'idée du Livestream Point of View, elle est venue aussi dans des discussions avec des diffuseurs. On a emprunté une technologie qui avait déjà utilisé Dailymotion pour la Formule 1, pour regarder une course dans chacune des voitures. Deuxième brief sur lequel on a travaillé avec Black XS, qui est très important, qui illustre bien un autre domaine. À l'époque où les talent shows, j'ai rien contre les talent shows, je vous l'avais dit tout à l'heure, foisonnaient, il y a eu l'arrivée aussi de licences sur la TNT, donc au moment où on a répondu avec cette proposition, on n'était pas très sûr vis-à-vis de Black XS qu'on ne se fasse pas shooter avec l'argument que le talent show était un peu trop présent dans les médias. On a pris le problème différemment. On s'est dit, et là l'artiste en tant que tel, M, qui est un peu déguisé là, nous a beaucoup inspiré. L'idée c'était de chercher le meilleur guitariste de France, de le faire qu'en digital, 100% digital, et de partir d'un principe, de quelque chose qu'aime Mathieu, c'est de faire monter des gens sur scène, c'est de partager sa scène avec des enfants, avec des gens dans le public. Donc on est parti de ce constat et on a monté donc un talent show, un quest autour de la guitare régional, puisque l'un des objectifs de la marque, encore une fois pour cette opération, ce qui distingue les objectifs cette fois des précédentes, c'est que la marque Black XS est une marque populaire qui s'adresse beaucoup aux régions. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser d'utiliser son envie de faire monter les gens sur scène, d'utiliser sa passion de la guitare et d'utiliser sa tournée. Une tournée de M, c'est 600 000 personnes, 600 000 têtes qui viennent le voir. Donc on a utilisé les dates de cette tournée et on a fait monter sur scène des guitaristes qui avaient participé à un talent show sur la toile. Et l'objectif qui a été rempli, c'est vraiment d'activer donc la presse régionale pour soutenir chacun des talents. On a divisé la France en 5 régions. On pense que ce qui a été constitutif du succès d'une opération comme ça, c'est qu'il y a eu une vraie adéquation entre notre marque, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, proposer des expériences aux gens, et l'artiste, ce qu'il est lui, la marque artiste, et ce qu'il fait déjà, puisque c'est déjà quelque chose qu'il aime faire monter des gens sur scène avec lui. Résultat, sur les différents contenus vidéo qu'on a produits, on a dépassé les 5 millions de vues. Ce qui est plus important pour nous, c'est que sur la dernière vidéo qui résume un petit peu toute cette histoire, on a atteint 60% de earned media. Donc bien entendu, il y a du paid media pour amorcer la pompe, mais il y a aussi à la fin beaucoup de partages, et ça on en est très fiers. 50 000 votes des internautes, et en live dans les différentes salles de concert en région, 30 000 spectateurs. Ce qui fait qu'à la fin, notre objectif de earned media, c'est un peu plus de 100 parutions, 150 millions d'occasions de voir pour environ 400 000 € de valorisation. Moi j'étais très impressionné par le cas Legrand tout à l'heure, puisque convaincre tous ces membres du board d'une telle opération décalée, ça n'a pas dû être simple. On peut se dire qu'en parfum c'est peut-être plus simple parce qu'on est sur des univers qui sont très émotionnels, on raconte que des histoires, et donc on est beaucoup plus enclin à aller dans ce genre d'action. C'est pas gagné quand même.
et il vaut toujours mieux, pour convaincre certains dirigeants, mettre quelques chiffres sur ce que ça peut apporter ce genre d'opération par rapport à du média classique. C'est ce qu'on a fait en post-testant cette opération avec Havas Sport and Entertainment et leur baromètre Baro Music. Et j'aimerais partager simplement quelques chiffres avec vous. Ça, c'est juste un extrait de notre purchase funnel. Vous voyez que sur la totalité des Français, on a environ 60% de notoriété. Quand on parle de considération de la marque et quand on demande aux gens est-ce que vous êtes capable de me ressortir ce qui fait Black XS de Paco Rabanne, il y a 49% des gens qui savent dire que c'est une marque audacieuse, par exemple, ce qui est un trait caractéristique chez nous. 40% qui lui donnent plus de valeur qu'à certains de nos confrères qui sont ici aujourd'hui. 39% qui la recommanderaient à leurs proches et 23% qui seraient intéressés pour aller essayer le produit ou l'acheter. Bon, ça c'est la totalité de la population. Lorsqu'on active en média de manière assez traditionnelle sur une cible hommes et femmes 15-34 ans, vous voyez que bon, ça c'est assez logique, on est meilleur sur tous les items et avant tout en notoriété parce que notre plan média s'adresse en particulier à cette cible. Mais lorsque maintenant on active avec des opérations de brand content telles que celle-ci, et ben les lignes bougent encore sur tous les items, et elles bougent d'autant plus sur la considération à l'achat, tous les items de marque, et la recommandation. Donc vous voyez que c'est très complémentaire, ça renforce un plan média classique, et c'est très complémentaire parce que ça nous permet de travailler des étapes du purchase funnel qu'on a parfois du mal à travailler en média classique. J'en viens à un cas qui a été plutôt une opportunité. C'est vrai qu'on peut fonctionner à partir d'un brief dans l'advertisement, on peut fonctionner à partir d'une demande de la marque, mais on peut aussi fonctionner quand on se connaît bien, quand on a entretenu des relations fortes sur des gros projets, à l'opportunité. Bien sûr, dans le territoire du rock, Black XS collectionne les associations grands groupes, à Iggy Pop notamment pour leur spot. Lorsque s'est présentée l'opportunité pour nous d'importer en France l'exposition des Rolling Stones pour leurs 50 ans, on a pensé à Black XS pour justement leur donner une place dans ce projet. Ce qui nous a permis en quelques semaines, je dirais moins d'un mois, décider de monter donc un événement éphémère avec un objectif toujours affiché depuis le départ, qui était vraiment de faire une nouvelle fois du earn, de partager une expérience au plus grand nombre. Donc on a modifié le projet à la base qui devait être une exposition plutôt payante, fermée, etc., pour en faire quelque chose de très ouvert au public, offert par la marque. C'est un peu la différence qu'il y a eu avec la présence de la marque. Avec un gros succès, puisqu'on a fait plus de 30 000 visiteurs, et ce qui a permis aussi à Black XS de rentrer dans ce territoire. On a vu beaucoup d'expositions de joailliers, de très grandes marques dans des endroits prestigieux. C'est en ce moment assez à la mode de faire des expos. Black XS l'a fait un peu différemment. De manière très, on parlait de proximité, de manière très proche, dans une période qui était très propice, qui était cet hiver, rue de Turenne, avec un rhabillage de la façade, de la galerie, etc. Donc on est à mi-chemin entre un lieu d'exposition classique, un lieu éphémère, et c'était vraiment une expérience très intéressante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est allé, alors pour moi qui fais ce métier depuis un petit moment, on est allé vraiment très loin. C'est-à-dire que quand on fait de la musique, on a tout simplement envie de faire de la musique avec une marque. Pas faire de la musique pour la mettre sur sa pub, même si c'est très intéressant et lucratif. On a envie aussi de produire un album. Donc c'est quelque chose qu'on avait, mon confrère de Sony Mobile, David, qui est présent ici, on avait déjà expérimenté ce genre de choses avec lui il y a quelques années. C'était de produire en exclusivité un contenu musical pour une marque. Dans le cas présent, on est reparti donc d'un objectif qui était très important pour la marque. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'hommes dans cette histoire, beaucoup de groupes masculins. Black XS est aussi une cible féminine très importante, donc repartir sur un focus glamour et féminin. L'idée, la big idea, je dirais, aussi, bon, il y avait aussi bien sûr un objectif de trade. Mais qui n'est pas négligeable, parce que comme beaucoup, on a des distributeurs chez qui les mises en avant s'achètent. Et cette année, on avait un challenge d'obtenir ce genre de mise en avant, mais de manière gratuite, donc en proposant un dispositif à un de nos distributeurs, qui est Nocibé, exclusif et original. Alors comment on a décidé ce contenu? Je vais essayer de casser petite image qu'a Universal. Universal Music, c'est une grosse major du disque. On vient d'avaler une nouvelle maison qui est EMI, et c'est pas pour autant qu'on travaille qu'avec nos artistes, c'est une fausse idée. Quand on travaille chez Universal Music & Brands, on a une logique qui est bien sûr de valoriser notre catalogue, mais aussi de travailler avec d'autres intervenants de la musique. Quand on nous fait un brief où on veut de la féminité, du glamour, qu'on cherche un groupe de rock,
qu'on trouve les Plasticines. On travaille avec nos confrères, ils sont ravis d'ailleurs de travailler avec nous et de profiter des expériences qu'on peut partager ensemble. Donc on a travaillé avec Because, qui est une maison de disques indépendante, et puis on a décidé de monter donc un album qui sera un album de reprise de rock à partir du groupe Plasticines, en intégrant à ce projet un réalisateur de talent, qui est Antoine Gaillet, qui a fait le dernier album de Julien Doré notamment. Et puis voilà, d'amener les filles avec des moyens importants, les convaincre d'aller sur ce projet parce qu'on allait leur donner des moyens vraiment conséquents. Quand on a un artiste aujourd'hui, on veut faire de la bonne musique, aller dans les meilleurs studios, collaborer avec les meilleurs talents. Bien sûr, cette Big ID seule, elle ne vaut pas grand-chose parce que je suis bien placé pour le savoir, beaucoup de très bonne musique ne se vendent pas du tout et n'ont pas d'exposition. Donc il faut penser aussi l'écosystème. Donc on a pensé un écosystème global de ce projet qui intégrait ce qu'on sait faire dans la musique, c'est-à-dire mettre le contenu sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, lui faire vivre une vie de promo, comme on dit, que ce soit en radio, sur les blogs musicaux, etc. Et bien sûr auprès des fans, engager les fans du groupe, mais également donner une puissance qui nous a permis d'offrir une garantie au départ du projet à nos partenaires, c'est d'aller sur la presse. J'avais participé à l'époque pour mettre un album dans le L, et on a eu cette idée de relier cette production à un nouveau canal de distribution, qui est donc le magazine Pi. Et on a décidé, avec le magazine, d'intégrer l'album au tirage qui sort cette semaine, à 200 000 exemplaires. Donc tout de suite, dans la musique, quand on parle d'un contenu, qu'on met en face 200 000 exemplaires, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas fier de le dire, mais ça fait double platine. Voilà. Donc c'est aussi une belle histoire dans ce sens. Ça crée, cette Big ID devient une histoire RP, et qui est donc importante pour la marque pour raconter cette histoire et avoir du earn. Et puis on ne s'est pas arrêté là, on est allé sur deux expérimentations digitales, fort d'un projet de qualité. Le premier, c'est d'aller voir des plateformes et des pure players digitaux pour streamer donc, des showcases et mettre de la musique. Donc on a tourné au studio Ferber, qui est un magnifique studio où Gainsbourg a enregistré quelques-uns de ses albums, fait des très belles images qu'on a diffusées avec notre partenaire Webedia. Et puis on est allé aussi sur une première en France, qui est d'utiliser les puces NFC, donc, qui est un protocole qui permet, lorsqu'on appose son smartphone Android, ce que j'appelle l'autorise pas, sur le magazine, on peut directement en kiosque écouter l'album. Si on a un iPhone, on peut le taguer. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas tous les KPIs développés, le magazine est en kiosque depuis hier, je crois. Donc le seul KPI qu'on a vraiment, c'est que on sait que 200 000 disques dans la nature avec un code de téléchargement, ça génère beaucoup d'écoutes. On a eu un accueil en radio, ce sur quoi on ne s'est pas du tout engagé au début, connaissant bien le milieu des radios, des titres qui sont rentrés en playlist sur certaines radios, Virgin Radio notamment et BFM. Donc pour nous c'est un vrai gage de qualité, on en est très fiers. Et puis on a un groupe qui sont les Plasticines, qui sortent leur nouvel album dans quelques mois, où cette opération leur a permis vraiment de revenir au devant de la scène de manière très qualitative. Et lorsqu'on les interroge de manière très simple sur cette opération, le bilan est très positif pour elle aussi. Merci beaucoup. Peut-être avant de donner la parole au public, une question. Est-ce que c'est un vrai contenu de divertissement? Est-ce que c'est un vrai contenu indépendamment finalement de la marque? Est-ce qu'on écoute un titre de l'album, on a un vrai moment de musique? Est-ce que toutes les opérations de concert que vous nous avez montrées, j'y vais, je me nourris d'un moment de divertissement concert? Est-ce que vous considérez Universal Music que c'est un vrai divertissement? Et en fonction de la réponse, j'ai une réponse corrélaire juste derrière, bien sûr. Tu vas répondre? En tant que marque, je dirais oui. On a le seul brief qu'on a fait aux filles, c'était il faut que ça soit rock. Faites ce que vous voulez. Mais côté du producteur, quelle exigence du contenu? Alors l'exigence du contenu, elle est énorme, parce que quand on travaille avec ce type de groupe, avec une association forte, pour assumer, il faut que ce soit bon. C'est-à-dire qu'en gros, le deal, c'est je te donne des moyens, tu vas pouvoir t'éclater, et bien à côté de ça, tu acceptes la présence de la marque. Et dans ce contexte-là, l'association avec la marque était assez évidente et pas difficile. Le contenu, c'est simple. Je veux pas que ça rentre en playlist sur Virgin Radio, que ça rentre en playlist sur WFM, je peux forcer personne.
c'est vraiment le gage de la qualité du contenu. On a fait exprès de reprendre des chansons plutôt spé. Alors j'avais une vidéo, mais je me suis dit que c'était plus sympa d'échanger. Vous pourrez, je pense, découvrir tout ça sur le web. L'album s'écoute très bien. C'est un vrai album, il y a 10 titres. C'est pas juste un single, un clip. Et d'ailleurs, gage aussi de la qualité de ce contenu d'entertainment, c'est qu'une partie des titres vont être repris par le groupe dans leur prochain album. Donc ça, c'est aussi le genre d'histoire sur lequel on ne s'engage pas au début. Et puis voilà, on a aujourd'hui une audience qui permet de dire que ce contenu, notamment les fans, qui sont assez nombreux des Bassissines, ont accueilli le contenu comme quelque chose de vraiment très quali. Et alors, si c'est un vrai contenu, est-ce que ce vrai contenu aurait pu exister sans la présence de la marque, sans l'initiative et le fait de lancer la machine de création? Clairement non. L'idée a germé en brainstormant sur comment répondre aux problématiques de la marque. L'idée de faire un album de reprise de rock, c'est une idée qui est assez simple et je pense est dans l'air du temps, pas mal de marques et d'agences l'ont. Néanmoins, le faire avec cette exécution, cet écosystème et cette cohérence avec la marque, et puis j'insiste là-dessus, cette puissance, puisqu'on est sur une opération qui délivre beaucoup de puissance. Là, pour le coup, j'estime que c'est assez inédit. Des questions? Oui, bonjour. En fait, ma question, elle est tournée autour de la valorisation du contenu. Est-ce que, justement, le fait de rajouter du contenu musical à la marque permet à la marque d'être un peu plus chère que ce qu'elle serait sans ce contenu? En tout cas, elle pourrait l'être, oui, c'est ce qu'on voit dans les post-tests, justement, c'est que les gens accordent plus de valeur à la marque, puisqu'elle a un territoire et une narration qui est forte, et donc ils seraient prêts à payer plus cher, en tout cas je crois que c'est 40% le chiffre que j'ai montré, parce qu'ils ont été exposés à ce genre de contenu. D'autres questions? Oui. Bonjour. J'aurais souhaité savoir, premièrement, comment s'est fait le choix des plasticines, qui donc n'est pas chez Universal, mais chez Because. Comment ça s'est fait, et d'une manière générale, comment vous entretenez aujourd'hui le rapport des marques avec les artistes, puisque vous disiez tout à l'heure que le refus était souvent majoritaire par rapport à l'acceptation. Est-ce que ce refus vient des artistes qui refusent aujourd'hui d'être brandés, et comment est le rapport aujourd'hui? Merci. Alors, les différents cas qu'on a montrés là, les plasticines c'est un peu particulier puisque c'est un groupe que chez Paco Rabanne on suivait depuis quelques temps et on a demandé à Emmanuel et son équipe d'aller chercher ce groupe-là pour répondre à ses objectifs, et c'est eux qui ont inventé la mécanique et c'est eux qui sont surtout rapprochés de Because Music. C'était pas le cas sur d'autres OP. Non, ouais. En fait, je pense qu'on a acquis cette maturité de ne pas toujours penser à entre guillemets refourguer notre catalogue. Ça c'est vraiment une première chose. Sur les refus, en fait, on les anticipe. C'est que il faut savoir qu'un artiste, quand on va le voir, on a une audience auprès de cet artiste. Plus il est important, plus l'audience est courte, moins on a de chances d'aboutir à un deal. Donc nous, on anticipe tout, on creuse tout, et on essaie bien de savoir déjà si la marque veut y aller vraiment avant de parler aux artistes. Donc en fait, notre métier, c'est de limiter ce risque, qu'il y ait un refus de la marque, de l'artiste. Et aujourd'hui, les histoires, en fait, on arrive quand même assez rapidement avec l'expérience qu'on a, à savoir si quelque chose tient debout ou pas. Et d'ailleurs, on s'est prêté au départ de manière... Étienne est un grand expert du brief et de l'Excel et des KPIs. On s'est prêté au départ assez difficilement à l'exercice de challenger nos propositions à la manière qu'il avait de le faire. Et petit à petit, on a aussi, avec beaucoup d'humilité, remis en question nos modèles pour les optimiser là-dessus. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a checké côté artiste que c'est jamais que des histoires mono-artistes, on a un projet ensemble bientôt qui sera multi-artiste, et qu'on a checké la partie KPIs et les enjeux de la marque, en général, on voit si un projet tient debout et si on peut se lancer. Bonjour, je voulais juste savoir en fait qui était producteur en fait de l'album. Est-ce que c'était Nico? Est-ce que c'était Universal? Est-ce que Black XS intervient justement dans la production d'un point de vue financier?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui, malgré l'expérience, a été longuement discutée. Les enjeux financiers de revenus liés à cette musique sont très faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de prendre une équipe qui va faire la promotion, etc., si on ne sort qu'en digital, si on ne sorti qu'en digital, que de lancer des procédures de co-production avec des échanges de droits. Notre parti pris chez Universal, c'était de dire aussi qu'il faut que les équipes de Bicos soient très motivées, donc qu'elles gardent leur contenu, qu'elles puissent le travailler comme elles ont l'habitude de le travailler. Donc on a laissé une grande majorité des droits au label. Et puis on voulait aussi que cette potentielle histoire de reprendre les titres dans leur propre album ensuite soit aussi une possibilité. Donc on a abandonné la plupart des droits. Néanmoins, d'ailleurs c'est nous qui payons la SDRM sur les produits-là. Ceux-là, par contre, on les paye. Donc c'est plutôt une histoire de coût que de revenus. Est-ce que la marque considère aujourd'hui qu'elle a eu un rôle de producteur ou dans la co-création, ou bien elle s'est limitée à financer ce que le producteur lui proposait? On considère qu'on a eu le rôle de producteur parce que sinon ça ne se serait pas fait, même si c'est quelque chose qu'elles font naturellement. En tout cas, on dit parfois que certaines marques deviennent des médias. Là, pour cet objet-là, on est devenu un média pour le groupe et une rampe de lancement pour leur album à venir. Merci. D'autres questions? On vous remercie. Merci. Merci à vous.